Bonjour, chers concitoyennes et concitoyens. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir du scandale absolu de notre époque, de la honte absolue pour l'humanité, qui est actuellement ce qui se passe à Gaza, le génocide qui se passe actuellement à Gaza, et dont les médias font écho d'une façon tout à fait déformée, tout à fait insuffisante, et en n'employant pas, pour le nommer, les mots qui conviennent. Je voudrais en parler principalement pour une raison qui est la suivante, c'est que Gaza me semble être, pour notre époque, l'équivalent de ce qu'a été Guernica à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt de la période précédant la Seconde Guerre mondiale. Guernica, ce n'est pas simplement la grande fresque de Pablo Picasso qui est conservée, qui est exposée au musée du Prado à Madrid. C'est avant tout le massacre qu'a commis l'aviation allemande en bombardant le village basque de Guernica et en y massacrant toute la population civile. À l'époque, eh bien, il y a eu des gens comme Picasso qui ont dénoncé ce massacre, mais d'autres qui ont fermé les yeux, d'autres qui, comme le gouvernement français de l'époque, pour sa grande honte, présidé alors par Léon Blum, ont décidé ce qu'on appelait à l'époque la non-intervention, autrement dit, ont laissé Hitler et Mussolini aider le général Franco à écraser la République espagnole et à faire des millions de morts en Espagne. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu, bien entendu, avec cet encouragement majeur vite suivi par le pacte de Munich, où les gouvernements anglais et français ont laissé Hitler dépecer la Tchécoslovaquie, et il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Hitler s'est senti bien sûr des ailes et il est allé toujours plus loin. Et on a eu droit, pour finir, à l'extermination massive. À l'extermination massive des Juifs, bien entendu, des Tziganes, d'un nombre colossal de civils soviétiques, par exemple. Je rappelle qu'il y a eu 27 millions de morts à l'Union soviétique, une majorité n'étaient pas des militaires, et que donc on a eu affaire à la première forme, en quelque sorte, de ce que j'appelle moi l'exterminisme. Je prétends en effet que l'exterminisme est aujourd'hui le stade suprême d'un système capitaliste et impérialiste qui est arrivé à bout de souffle historiquement et qui, par conséquent, est appelé à se survivre, s'il se survit, en mettant de plus en plus en cause l'existence même de l'espèce et en pratiquant une façon de plus en plus brutale, de plus en plus développée, de plus en plus débridée en quelque sorte, une violence de masse, qu'elle soit larvée ou qu'elle soit manifeste ou avérée. Et tout cela qui plus est à chaque fois en réclamant un statut d'exception, puisque le droit international, eh bien, c'est pour tout le monde, sauf pour les États-Unis et le bloc euro-impérialiste, c'est pour tout le monde, sauf évidemment pour Israël. Exceptionnalisme, unilatéralisme et exterminisme marchent logiquement du même pas, puisque cela conduit à l'idée qu'il existe une véritable humanité, puis que par ailleurs il y a au fond des sous-hommes avec qui on peut tout se permettre. Alors je crois que c'est très important effectivement de le voir, parce que ça change la manière, si on a ça en tête, de défendre Gaza. Bien sûr, il faut défendre Gaza comme on défend toute autre population menacée de génocide ou en voie de génocide. Comme il aurait fallu défendre la population du Rwanda, comme il aurait fallu défendre la population arménienne à l'époque où elle a été elle-même victime de génocide, et ainsi de suite. Mais il y a encore une dimension supplémentaire à cela. C'est que si on laisse faire ce qui se passe à Gaza, eh bien, on laisse faire une sorte de banc d'essai, je le répète, de ce qui pourrait devenir en fait une guerre totalement débridée, sans aucun horizon de droit international, où on peut se avouer très clairement devant les peuples rassemblés du monde entier, devant l'ONU par exemple, comme l'a fait Netanyahou, qu'on s'assoie sur toutes les règles, que l'on veut annexer un territoire, que l'on veut en chasser les habitants, que l'on peut effectivement couper toute aide alimentaire, qu'on peut affamer, qu'on peut bombarder, qu'on peut viser des journalistes, des employés de l'ONU, des reporters, des humanitaires, des familles entières, y compris des familles d'artistes qui devaient se rendre prochainement au Festival de Cannes, et cela de façon non pas hasardeuse, comme on le dit parfois, c'est de façon tout à fait mensongère, mais de manière absolument ciblée. Bon, voilà, alors c'est très important évidemment de dire ça. Et c'est très important aussi, je dirais, non seulement pour le peuple de Gaza et pour l'humanité en général, mais aussi pour l'honneur
et pour la mémoire de tous ceux qui sont morts, notamment dans les massacres hitlériens, dans le génocide hitlérien. Car évidemment, comment aurait-il pu penser que des gens qui ont l'impudeur de se réclamer d'eux puissent agir avec la population de Gaza exactement comme les bandéristes, par exemple, dans l'Ukraine alliée, dans la partie de l'Ukraine alliée aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, agissaient à l'époque à l'encontre des Juifs d'Ukraine, dont ils ont tué des dizaines de milliers, et à l'encontre aussi des Polonais. Hein. Voilà. Bon, c'est pas possible quoi, de laisser faire ça. Et moi, j'ai en tête aussi ce grand apport à la culture mondiale, à la culture universelle, qui a été l'apport non pas des juifs fondamentalistes, mais des juifs laïcs, comme Marx, évidemment fondateur du matérialisme historique, de la critique de l'économie politique, et j'en passe, comme Einstein, père de la théorie de la relativité, comme Freud, père de la psychanalyse et de toute une révolution en matière de psychologie, ou comme notre maître à tous, nous autres philosophes, c'est-à-dire le grand Baruch Spinoza. Voilà. Ce qui se passe à Gaza revient en fait à cracher sur leur mémoire, car c'était des humanistes, des universalistes, des laïcs, des gens pour qui, effectivement, comme le disait Spinoza, l'homme est un dieu pour l'homme. Ou comme disait Marx, qui empruntait cette devise à un auteur latin, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Alors, cela étant, effectivement, il y a un argument, ou plus exactement, il y a un sophisme qui revient sans arrêt dans la bouche de certains commentateurs pour défendre ce que fait Israël là-bas. C'est que, ben, voyez-vous, bon, d'accord, bon, il y a des aspects pas clairs, c'est pas très joli, mais que voulez-vous, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'Israël est une grande démocratie. Ah, la belle excuse. Ah, comme c'est merveilleux. Supposons que ce soit vrai. Que m'importe si je prends des bombes sur la tête, que ce soit des bombes démocratiques ou des bombes non démocratiques. Et surtout, si pour finir, de façon ciblée, ces bombes viennent chercher la population civile, viennent en quelque sorte massacrer les enfants et les femmes, puisque on voit bien actuellement que la majorité des personnes tuées, mutilées, etc. à Gaza sont des femmes et des enfants qui ne peuvent rien à tout ce qui se passe là-bas et qui n'ont que faire des problèmes entre Israël et le Hamas. Donc, effectivement, nous sommes là devant quelque chose qui est proprement monstrueux. L'excuse démocratique n'est en rien une excuse. Je dirais même que d'une certaine façon, c'est encore pire. Si un pays est véritablement démocratique et par conséquent, s'il se réfère à la raison et aux lumières, qu'il commette des horreurs pareilles, c'est encore plus criminel de sa part, c'est encore plus honteux, c'est encore plus indigne. Cela étant dit, est-ce qu'Israël est une grande démocratie? Est-ce que les États-Unis sont une grande démocratie? Est-ce qu'on est une grande démocratie quand, comme c'est le cas en Israël actuellement, eh bien, on fait en sorte que sur le même territoire, celui de la Palestine du mandat, comme on dit, hein, avant 1945, eh bien, les Palestiniens qui sont nés là-bas depuis des générations et des générations sont traités comme les personnes de second ordre, que, bon, on vient de temps en temps avec des bulldozers détruire leurs maisons, que l'on annexe des territoires entiers, qu'on leur prend l'eau, qu'on leur prend les territoires fertiles, que on leur impose mille et un tracas lorsqu'ils veulent se déplacer sur leur propre terre, et que, comme c'est le cas actuellement à Gaza, eh bien, on les prive de tout droit, on les menace d'annexion, on les menace tout simplement de déportation, et on leur fait subir la famine. Bon, eh bien, je ne peux pas considérer que ce soit une véritable démocratie, ce genre de choses. Ou alors, effectivement, l'Afrique du Sud était une grande démocratie, et effectivement, on y votait. Les Blancs, à l'époque d'avant Nelson Mandela, il y avait tous les droits, et les Métis en avaient un peu moins, et les Noirs en avaient pas du tout. Et ils étaient obligés, dans leur propre pays d'origine, hein, eh bien, de venir travailler dans les grandes villes le matin, et de repartir le soir dormir dans ce qu'on appelait à l'époque leur bantoustan. On peut toujours appeler ça une démocratie, effectivement. Démocratie pour les uns, dictature, oppression, exploitation pour les autres. C'est pas la démocratie. La démocratie, c'est pour tout le monde, ou c'est pas la démocratie. On voit bien ici que d'ailleurs, à l'arrière-plan, il y a le capitalisme qui se pare des atours de la démocratie
mais qui, dans la mesure où il est fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, il y a l'impérialisme, qui, dans la mesure où il est fondé sur l'oppression de certains peuples par des États très puissants, eh bien, sont évidemment antinomiques dans leurs principes avec toute idée de véritable démocratie qui suppose, si on doit aller jusqu'au bout, la fin des classes sociales, la fin de l'exploitation, la fin de l'inégalité entre les hommes, comme aurait dit Rousseau, comme il l'explique très bien dans le contrat social. Je crois que c'est très important, effectivement, de le constater. Il faut, je pense aussi, que la gauche notamment française, réfléchisse à tout cela. Car cette gauche, effectivement, eh bien, elle peut, pour une partie d'entre elles au moins, disons, se lamenter sur Gaza, se mobiliser sur Gaza, et quand elle le fait vraiment, honneur à elle, hein, il ne faut négliger aucun effort qui soit fait dans ce sens, il faut encourager tous ceux qui actuellement, effectivement, se mobilisent pour la défense du peuple palestinien, mais en même temps, eh bien, je crois qu'il faut que ces gens réfléchissent à la situation géopolitique actuelle, sous deux angles. Le premier angle, c'est que le massacre actuel de Gaza ne serait pas possible s'il y avait encore, je le dis clairement, l'Union soviétique et le camp socialiste. Et que ceux qui ont applaudi à tout rond par bêtise, par naïveté, mais à certains moments la naïveté est elle-même criminelle, notamment pour les dirigeants politiques hein, ou syndicaux, et qui maintenant se lamentent sur les conséquences. Et oui, les conséquences, c'est que les peuples n'ont plus aucun rempart face à l'impérialisme américain et à ses marionnettes et à ses prolongements, comme l'est l'État d'Israël. Et donc, à partir de là, les peuples sont livrés tout crus à une période, effectivement, qui est une des plus contre-révolutionnaires de l'histoire contemporaine. On ne peut pas à la fois se réjouir des causes et ensuite venir pleurnicher sur les conséquences. Quand il y avait l'Union soviétique, effectivement, l'impérialisme américain ne pouvait pas tout se permettre. Les peuples étaient défendus et quelles qu'aient été les erreurs que éventuellement l'Union soviétique ait pu commettre au sujet d'Israël, au sujet de la Palestine, etc., elle n'en était pas moins, l'Union soviétique, un rempart contre la toute-puissance de l'impérialisme américain et de ses tentacules. Et donc, effectivement, on voit bien que désormais, le peuple palestinien est livré tout cru à ces dévastateurs. Il n'est que de penser à ce qui se passe, par exemple, aussi en Amérique latine, avec la façon dont les États-Unis étranglent Cuba, étranglent le Venezuela, mais je ne m'étends pas là-dessus pour ne pas sortir de mon sujet d'origine, bien que ce soit les mêmes causes qui, là-bas aussi, produisent les mêmes effets, quelque part. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, peut-être encore plus important parce qu'il regarde moins l'histoire et le passé que le présent et l'avenir, c'est que on ne peut pas, je me tourne vers les militants dits pro-palestiniens, on ne peut pas défendre Gaza tout en encourageant Macron et compagnie dans leur grande croisade contre le peuple russe, contre la Chine. Très récemment, la dirigeante de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a vendu la mèche en quelque sorte en prononçant cette phrase à la fois stupide et profondément révélatrice de l'impérialisme profond qui hante les esprits des dirigeants européens et plus généralement des dirigeants occidentaux. Elle a dit « Si on ne peut même pas vaincre la Russie, comment ferons-nous pour vaincre la Chine ?» Ils en sont là. Ils en sont là, ces gens. Ils pensent à une guerre avec la Russie, puissance nucléaire numéro 1 ou numéro 2, je ne fais pas ici des comptes des missiles, hein, et contre la Chine, qui est évidemment le pays, sinon le plus peuplé, du moins presque le plus peuplé, je crois que l'Inde est passée devant, c'est-à-dire la marche à une guerre mondiale. Voilà ce que ça signifie. Et cela, quelles que soient les façons dont les uns et les autres nous avons à interpréter, à comprendre le conflit entre la Russie et l'OTAN. L'OTAN par Ukraine interposée, ou même la Russie et l'Ukraine, si vous préférez, parce que je ne veux pas entrer dans le débat, je veux juste ici dire que ces gens fomentent, quoi qu'en ait dit Macron l'autre jour dans son interview à la télé, fomentent une guerre mondiale. S'ils envoient là-bas notamment donc un contingent français en Ukraine, et si pour finir ce contingent français nantit peut-être ensuite de contingents anglais ou peut-être même allemands, ce qu'a annoncé Pistorius
ministre allemand pour 2029, hein, bon, je n'invente rien. Ben, on ira à la guerre mondiale, car évidemment, bien sûr que si les armées occidentales et l'armée russe en viennent directement aux prises, il y aura une escalade, elle sera nucléaire, et l'Europe entière sera rayée de la carte, si ce n'est l'espèce humaine. Voilà ce qu'il y a, c'est de la folie à l'état pur, tout cela. On ne peut pas isoler le conflit de Gaza de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Prenez une carte, j'aurais dû le faire en préparant cette vidéo, tiens. J'aurais dû prendre une carte du monde, et l'on y aurait vu ce que j'appelle la grande faille, ou le grand rift mondial, celui du prochain conflit de haute intensité qu'annonce d'ailleurs l'état-major général français lui-même. Un conflit qui se dessine en pointillé, ça dépend, et à certains endroits en ligne continue, de la Baltique avec les pays baltes, à l'Ukraine, de l'Ukraine au Proche-Orient, l'Iran, Gaza bien entendu, le Yémen, la mer Rouge, puis je continue, on descend encore un petit peu plus vers l'océan Indien et vers la mer de Chine, et on fait le tour de l'Asie, et on a Taïwan, et ensuite on aboutit à la Corée, où là aussi les choses se réchauffent de jour en jour, vers quelque chose qui pourrait être très grave. Imaginez que tous ces fronts fassent jonction, précisément, et que, effectivement, donc, eh bien, les traits de, comment dire, les pointillés deviennent un trait continu. Et là, nous avons une guerre mondiale à côté de laquelle les deux précédentes feront figure, elles aussi, de simples préparations, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'armes nucléaires, et que par conséquent, l'humanité n'était pas encore, même si Hitler était une saloperie totale, en état de s'anéantir elle-même totalement, ce qui est le cas aujourd'hui. L'humanité peut s'anéantir. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc il faut penser le conflit de Gaza, non pas isolément, en se tirant une balle dans le pied lorsque certains militants pro-Palestine disent Gaza, Gaza, on défend Gaza, mais encourage Macron à envoyer des troupes en Ukraine, ou applaudissent quand il dit qu'il va y avoir une armée européenne arrivée à l'OTAN, ou quand ils sont très contents quand Macron dit que l'arme nucléaire française va couvrir l'ensemble du continent, ce qui est un véritable suicide pour la population française, si jamais ensuite les Russes ripostent sur le territoire français prioritairement, comme ça semble logique du point de vue non pas de l'humanité, mais du point de vue de la logique militaire, en quelque sorte. Il faut penser le conflit de Gaza dans un cadre géopolitique, dans un cadre global, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Et si on le faisait, on s'apercevrait d'abord que l'ennemi principal des peuples est partout l'impérialisme euro-atlantique, qu'on le retrouve partout, de la Baltique à la Corée. Que font les troupes américaines en Corée du Sud, hein, alors que précisément la question principale est là-bas de reconstituer une Corée unifiée, eut-elle deux régimes, comme il y en a deux en Chine, par exemple. Hein, comment dire, un pays de système, en quelque sorte. Que font les croiseurs, que font les porte-avions américains en mer de Chine ou dans le détroit de Taïwan, hein, si ce n'est effectivement provoquer la Chine en remettant en question le principe qui avait permis le rétablissement des relations diplomatiques entre Nixon et Mao Tse-tung à la fin des années 70, ce principe étant il n'y a qu'une seule Chine. Les États-Unis le remettent en cause quand ils envoient des croiseurs ou des torpilleurs ou des porte-avions dans les eaux que les Chinois considèrent comme étant des eaux chinoises, effectivement. Et puis, effectivement, quand il s'agit de l'Ukraine, que fait l'OTAN en Ukraine, alors que l'une des, comment dirais-je, des stipulations des accords entre Gorbatchev et l'OTAN en 1989-91, c'était que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est, alors que depuis, l'OTAN s'est étendue non seulement à l'Allemagne de l'Est, mais à l'ensemble des ex-pays socialistes, et pour finir aux trois républiques baltes qui faisaient partie de l'URSS, puis a tenté de prendre pied en Géorgie, maintenant en Moldavie, maintenant en Ukraine, qui ne voit que tout cela conduit, par une logique absolue, à la Troisième Guerre mondiale, à un massacre sans précédent, dont, je le répète, Gaza est en quelque sorte la précursion. Et si on comprend cela, on comprend du même coup qu'il ne s'agit pas simplement d'être solidaire de Gaza, mais qu'il s'agit plus profondément encore de comprendre qu'en défendant Gaza, c'est nous-mêmes que nous défendons. Nous-mêmes ici, parce que si une guerre mondiale a lieu, plus personne ne sera à l'abri nulle part.
et nous-mêmes en tant que genre humain, et nous-mêmes en tant qu'êtres vivants sur Terre. Car comment peut-on être écologiste en appelant à toute une série de dispositions militaires qui, si elles sont mises en place jusqu'au bout et qu'elles conduisent effectivement à une guerre nucléaire, réduiront à zéro tous les efforts qui ont été faits auparavant pour réparer le climat, pour sauver la biodiversité. Quelle biodiversité après une guerre nucléaire? Les rats et les virus. Et encore, bon, voilà, donc il faut bien ici saisir tout cela en quelque sorte. Bon, au fond, la bataille contre ce qui se passe là-bas à Gaza, c'est-à-dire une extermination, cette bataille a un caractère, disons, universaliste. Elle vaut pour toute l'humanité. Elle vaut pour toute l'humanité parce que son fond, c'est la bataille contre l'unilatéralisme, c'est-à-dire le fait que des États aient le droit de tout se permettre alors que d'autres sont asservis aux règles du droit international, telles que les interprètent les Américains. C'est une bataille aussi contre l'exceptionnalisme, c'est-à-dire le fait que certains se considèrent comme des surhommes et regardent de haut le reste de l'humanité. Et c'est une bataille pour l'universalisme, sur l'idée qu'un homme égale un homme partout, qu'il soit donc blanc, noir, jaune, qu'il soit juif, arabe, pardon, musulman, je veux dire, puisqu'il y a des arabes qui sont pas musulmans, chrétiens, athées, bien évidemment, et ainsi de suite. Et tout cela, d'ailleurs, dans le droit fil de l'universalisme issu de grands penseurs juifs dont j'ai parlé tout à l'heure, comme, je le répète, Spinoza ou comme Einstein, par exemple. Il faut avoir, je crois, encore une fois, tout cela présent à l'esprit. C'est donc un combat contre l'exterminisme. Et l'exterminisme, quand on le combat, eh bien, directement ou indirectement, on combat aussi, puisque ça n'est la source profonde, le capitalisme et l'impérialisme. Brecht disait « Il est toujours fécond le ventre dont est sorti la bête immonde », en parlant du nazisme. Ben aujourd'hui, la bête immonde, c'est l'exterminisme. Et tout ce qui va avec, l'obscurantisme, l'unilatéralisme, l'exceptionnalisme, l'obscurantisme religieux proprement dit, etc. Et donc, ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est tout simplement l'unité du genre humain, qui est portée par tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, combattent le capitalisme et l'impérialisme, qui divisent le genre humain entre exploiteurs et exploités. Finalement, donc, soyons-en bien conscients, la bataille pour éviter que les 2 millions d'habitants, s'ils sont encore 2 millions, de la bande de Gaza ne soient exterminés, affamés, détruits, et avec eux les enfants notre bien le plus précieux. Un enfant vaut un autre enfant, qu'il soit gazaoui, qu'il soit du Nord-Pas-de-Calais ou qu'il soit de Perpignan. Eh bien, que les enfants, effectivement, que tous ces gens puissent vivre une vie digne au XXIe siècle. Autrement dit, que la devise de Marx, je suis homme et tout ce qui est humain, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, puisse être réellement matérialisé par notre époque. Il y a du boulot, vous le constatez bien évidemment. Voilà. Alors, empêchons, ou plus exactement dénonçons de toute la force de nos poumons ce nouveau Guernica qui est en train de se dérouler sous nos yeux à Gaza et qui est le prodrome d'une troisième guerre mondiale exterminatrice. La bataille contre l'extermination de l'humanité commence à Gaza. Et la bataille pour défendre Gaza signifie défendre toute l'humanité, signifie défendre la paix à l'échelle mondiale, signifie lier les mains partout à cet impérialisme euro-atlantique qui est la source profonde. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'autres problèmes au monde, hein, que d'autres puissances ne puissent être critiquées, mais qui est la source profonde, qui est, comment dire, le facteur principal de l'exterminisme à notre époque. Je vous remercie pour cette vidéo et si vous l'avez approuvée, bon, diffusez-la d'une part, mais surtout faites quelque chose. Faites quelque chose pour Gaza. Parce qu'écouter, avoir conscience, prendre des notes, se dire cette vidéo elle est bien, elle est pas bien, je like ou je ne like pas pour parler comme ça aujourd'hui, c'est dérisoire. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut agir. Allez aux manifs, faites quelque chose.